Bonjour David Engels, vous êtes historien. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Oui, très volontiers. Donc, David Engels, de nationalité belge, universitaire, professeur de l'Université libre de Bruxelles d'histoire romaine, mais ayant abouti il y a quelques années ici à Varsovie, en Pologne, où je travaille essentiellement un peu comme intellectuel, un peu universel, dans le sens que je traite de pas mal de questions, disons, d'actualité politique et d'évolution culturelle assez globale de l'Occident. Et donc, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est comparatisme historique, de comparer notre situation occidentale actuelle avec d'autres civilisations. Et alors justement, vous êtes principalement connu pour vos travaux sur le déclin de la civilisation occidentale, que vous analysez en fait à la lumière de l'histoire et notamment de celle de la République romaine, dont vous êtes un spécialiste, il me semble. Et du coup, avant d'aborder la question de la pandémie, je pensais que c'était intéressant de faire un petit point rapidement, enfin si vous pouvez rapidement, j'imagine que c'est compliqué de le faire de manière très exhaustive, mais rapidement nous exposer cette thèse pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et pourquoi est-ce que vous faites voilà, cette comparaison pardon, entre la République romaine et la situation de l'Occident et notamment de l'Union européenne. Disons qu'en général, ça va même plus loin dans le sens que moi, je suis très intéressé par la comparaison entre les grandes civilisations. Donc, j'ai aussi beaucoup écrit et enseigné aussi dans le domaine de la comparaison entre l'histoire de la civilisation chinoise avec celle indienne, musulmane, antique, donc gréco-romaine ou occidentale. Et donc, le livre dont on parle là, le déclin qui a paru déjà maintenant, il y a un petit temps, en 2013, s'attelait à examiner une partie, disons, dans cette riche thématique qui est de comparer l'évolution actuelle de l'Occident avec les dernières décennies de la République romaine. Donc, on parle évidemment bien de la République romaine, hein, dans le premier siècle avant notre ère, pas la fin de l'Empire romain un demi-millénaire plus tard. Et en effet, en tout cas selon moi, et d'ailleurs pas seulement selon moi, il y a pas mal d'autres auteurs qui déjà il y a longtemps ont pressenti cette évolution-là. Je vois toute une série d'analogies. Alors, notamment, eh bien, par exemple, le déclin démographique dans la population autochtone, la migration de masse, la dissolution de la famille traditionnelle, le recul de la religion ancestrale, un phénomène de mondialisation, à Rome évidemment par la romanisation, la polarisation sociale grandissante avec la formation d'une élite politique et économique fort enchevêtrée, où tout ce qui est intérêt politique et intérêt économique sont étroitement liés. Alors avec ça, certains désamours par rapport aux structures, disons, républicaines, et l'émergence évidemment de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on a appelé pour l'Antiquité aussi, les populismes, et donc une évolution de plus en plus, je dirais, de plus en plus difficile, conflictuelle, menant à Rome jusqu'à l'éclosion de plusieurs décennies de guerre civile. Et là, c'est évidemment le point où j'estime qu'il y a le plus d'analogies avec notre présent actuel, où on voit évidemment aussi partout depuis quelques années comme l'Occident tombe vraiment dans une crise qui n'est plus du tout seulement une crise politique, mais qui devient une crise culturelle fondamentale, avec de plus en plus de violence dans les rues, qu'il s'agisse maintenant des Gilets jaunes, qu'il s'agisse de Black Lives Matter, qu'il s'agisse des émeutes dans les banlieues, etc. Et évidemment, ce qui nous intéresse forcément le plus de nos jours, c'est-à-dire toute la contestation aussi, de plus en plus violente d'ailleurs, à juste titre, de l'évolution du Covid. Et surtout des mesures anti-Covid. Et justement, avant de passer à cette analyse, je voulais vous demander, comme vous vivez pardon, en Pologne, comment est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous avez vécu cette situation? Du coup, revenons un petit peu, voilà, 18 mois en arrière et un petit peu le fil, comment est-ce que vous avez vécu cette situation en Pologne? Oui, ben, il faut d'abord dire que là, il y a 3 ans, donc on a déménagé ici en Pologne pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons, disons, de sympathie culturelle pour ce pays-ci, et surtout de désenchantement, et surtout comment dire, de ras-le-bol de l'évolution de l'Europe occidentale, où très clairement, d'ailleurs on n'est pas les seuls, hein, il y a de plus en plus de communautés, disons, d'occidentaux qui viennent s'installer en Pologne
Pologne, en Hongrie, pour des raisons à peu près analogues, c'est-à-dire qu'on voit cet Occident tomber de plus en plus dans une crise fondamentale, une crise violente et surtout une crise qui ne risque pas d'être dépassée dans 2-3 ans, mais qui va certainement prendre au moins toute une génération avant d'être résolue. Et donc, oui, forcément, surtout quand on est père de famille, dans cette situation-là, quand on a aussi peur finalement pour le futur de ses propres enfants, ben, le fait de les savoir au moins eux dans un pays, disons, normal, en sécurité, où les choses se passent comme elles devraient se passer, avec des hauts et des bas, etc., était quand même une perspective assez agréable et, comme je disais, partagée par beaucoup d'autres. Donc c'est un peu ça. Évidemment, il y a tout un volet professionnel, mais avec lequel je ne veux pas ennuyer les auditeurs, qui finalement m'ont mené à m'installer avec ma famille ici à Varsovie. Et je dirais que l'évolution du Covid a partiellement, je dirais, constaté aussi la justesse de ce diagnostic, dans le sens qu'ici en Pologne, toutes les mesures anti-Covid et la gestion du Covid se sont passées d'une manière, disons, nettement moins extrême et surtout nettement moins politisée qu'en Occident. Donc, certes, au début, ici en Pologne, on a connu tout au début de la pandémie, quand il y avait ces horribles images de Chine, hein, vous vous rappelez, où les portes des différents appartements étaient même barricadées, fermées par la police avec des cadenas et avec des clous et des vis, etc., pour que les gens ne sortent plus. Disons, dans cette situation-là, la Pologne avait été parmi les premiers pays, voire le premier pays en Europe à avoir fermé sa frontière assez rigoureusement pour éviter justement un genre de contagion massive. D'ailleurs, il n'y a pas eu, grâce à cela, si on veut, de première vague ici en Pologne. Et puis, bon, on a eu, je dirais, une certaine normalisation, dans le sens que beaucoup des mesures anti-Covid installées en France, en Allemagne, ont été copiées ici, aussi par un genre de sens du devoir par rapport à la santé de l'habitant. Et il faut dire que là, actuellement, on est quand même assez loin de la folie covidienne qui règne en France ou en Allemagne. Donc ici, par exemple, il n'y a plus de port de masque, déjà depuis tout un temps, même dans les restaurants, dans les cafés, même dans la plupart des petits commerces, etc. On est quand même beaucoup plus bas. Alors en plus, il n'y a pas de contrôle de quelconque passe ou autre chose. Il n'y a pas de passe sanitaire en vigueur ici actuellement. Et il y a dans les écoles, il n'y a jamais eu des tests réguliers des enfants, des élèves, hein, comme il y a en Allemagne, par exemple, 2 fois par semaine. Et il n'y a pas non plus, pour le moment, d'obligation vaccinale. Or, évidemment, ça pourrait être mieux. De mon point de vue tout à fait personnel, je trouve que le gouvernement ici en fait quand même un peu trop, très certainement. Donc, c'est une situation qui m'inquiète, surtout évidemment pour les enfants. Mais en comparaison avec d'autres pays, on est nettement plus à l'aise, je dirais. Donc, c'est un peu agréable, en tout cas, en revenant de France ou d'Allemagne, de se retrouver de nouveau en Pologne et de savoir qu'on est quand même encore dans des limites vaguement raisonnables, disons. Est-ce que, parce qu'en France, on a eu aussi comment dire, un système médiatique qui reprenait, on va dire, le narratif assez, on va dire, assez angoissant du gouvernement, voilà, une espèce d'alarmisme un petit peu permanent. Est-ce qu'en Pologne, il y avait aussi ça, ce discours médiatique très, très alarmant? Oui, 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 absolument. Ben, c'est toujours le cas aussi, hein. Les médias sont évidemment remplis des chiffres les plus actuels et de toute cette narration-là. Ça c'est clair. On n'est pas aussi loin qu'en Hongrie, hein, où quand même le gouvernement de Viktor Orban est assez extrême dans l'obligation, enfin semi-obligation vaccinale. Ici, ce n'est pas encore si grave. Mais alors, ce qui est un peu particulier ici dans la situation polonaise et qui fait comprendre pourquoi on est où on est, mais pourquoi ça ne va pas, de mon point de vue en tout cas, aller jusqu'à l'extrême qu'on connaît en France ou en Allemagne, c'est le fait que d'abord, bon, le parti au pouvoir, hein, le PiS, est un parti conservateur qu'on pourrait appeler chrétien social ou social chrétien, dans le sens que voilà, on a d'un côté le christianisme qui est vraiment interprété comme la base fondamentale des valeurs de la société, de l'État. Donc ça va évidemment aussi, même dans le sens aussi de l'obligation morale, par exemple à interdire l'avortement, l'euthanasie, les
couples homosexuels et ce genre de choses-là, et social aussi dans le sens que voilà, c'est pas un parti libéral, libertaire, mais bien un parti basé sur la doctrine sociale de l'Église. L'électorat de ce parti est un électorat relativement âgé. Donc, on a une moyenne d'âge relativement haute de personnes qui sont en faveur aussi forcément de ces valeurs-là. Et donc, ça explique pourquoi justement là, il y a une certaine cohésion, je dirais, entre les peurs existentielles de cette génération-là, qui est particulièrement touchée par le Covid, et donc le fait que le gouvernement veuille y réagir, c'est une partie de son électorat particulier. Mais il y a deux autres facettes, c'est que justement, parmi les conservateurs, surtout les plus jeunes, il y a quand même toute une frange qui est extrêmement soucieuse de garder ses libertés. C'est des gens qui sont d'accord de voter pour le PiS pour justement pour s'opposer à la pression de Bruxelles, à cette pression où on cadenasse de plus en plus toute la société. Donc c'est des gens qui déjà sont assez prêts à braver certaines autorités bruxelloises et qui votent pour le PiS dans le sens d'assurer leur liberté. Et donc, ces personnes-là, forcément, face à des obligations ou des semi-obligations vaccinales, des lockdowns et ce genre de choses-là, sont extrêmement sceptiques. Et donc, il y a à l'intérieur du parti, je dirais, une grande partie, non seulement de l'électorat, mais aussi des responsables qui ne sont pas enthousiasmés face à la réalité. Donc ça des mesures gouvernementales. Donc ça freine évidemment un peu le gouvernement et ça lui montre que voilà, si on fait le copier-coller de ce qui se passe à Paris ou à Berlin, on va perdre la majorité. Or, il y a à droite du PiS encore un autre parti qui est la Confederatia, qui est un parti fort libertaire, si on veut, donc nationaliste, patriotique, si on veut, mais extrêmement libéral, et qui critique immensément le gouvernement d'aller beaucoup trop loin. Et ce parti-là va probablement devenir aux prochaines élections partenaire de coalition pressenti. Donc là aussi, on sait, on peut pas aller trop loin, sinon on va renforcer trop ce parti-là et on va rendre difficile toute forme de cohabitation. Et donc la situation médiatique reflète ça. Vous avez les médias officiels de l'État qui, grosso modo, reflètent un peu la vision gouvernementale, puis vous avez des médias de droite qui sont très, très, très critiques, beaucoup plus critiques que tout ce que vous pourriez lire en France, d'ailleurs, ou en Allemagne, sur ces mesures-là. Et puis, alors, vous avez les médias, disons, surtout les médias privés, qui sont essentiellement situés à gauche, et qui, là, alors, critiquent le gouvernement de ne pas aller assez loin. Donc, il pousse le gouvernement, il les critique, mais pas dans le sens où vous en faites trop, mais plutôt vous en faites pas du tout assez. Regardez Paris ou à Berlin. Et ça provoque, je dirais, cette situation actuelle qui est un peu un entre-deux, où on n'est pas absolument sûr vers où ça va se diriger, parce qu'on voit régulièrement des petits messages du Premier ministre, du ministre de la Santé, du ministre de l'Éducation, etc., qui parlent de la possibilité d'une obligation vaccinale pour certains, soit pour les instituteurs, les professeurs, le personnel soignant, mais bon, c'est jamais vraiment poussé à fond et même certains projets de loi sont retirés en dernière seconde. Donc, on ne sait pas trop, mais actuellement, c'est une situation relativement vivable, relativement stable, si on veut, mais dont on ne sait pas évidemment l'évolution future. Et évidemment, tout le problème des subsides européens, c'est encore une autre question de savoir à quelle mesure le fait que l'Union européenne ait décidé de justement ne pas payer les aides pour aider l'économie polonaise très frappée par le Covid de se remettre sur pied, que ces subsides ne soient pas payés actuellement pour des raisons assez transparentes d'un pseudo rejet des mesures de l'état de droit par l'État polonais peut éventuellement aussi influencer cette situation dans un sens ou dans un autre. Donc, il faut voir comment ça continue. Alors justement, du coup, entrons dans le vif du sujet. On a vu que la surréaction sanitaire, vous l'avez dit, a surtout eu lieu en Occident. Et d'ailleurs, pas seulement en Europe, parce qu'on a vu, par exemple, on voit la situation en Australie avec un autoritarisme assez fort. Et alors, selon vous, la crise sanitaire a-t-elle été révélateur ou alors un accélérateur du déclin que vous observez? Oui, certainement. Maintenant, il faut évidemment définir le mot déclin. Est-ce qu'on parle maintenant d'un volet moral
d'un déclin moral. Et là, par exemple, on peut certainement parler du fait que les mesures covidiennes avec l'obligation vaccinale, etc., vont très fortement quand même dans un sens transhumaniste et matérialiste qui moralement est évidemment extrêmement compliqué et extrêmement douteux. Puis il y a évidemment l'aspect d'un genre de déclin politique, économique. Là, c'est évident, forcément, que le Covid frappe très fortement notre économie européenne par rapport à la Chine, qui a quand même largement repris de nouveau le dessus, qui fabrique à pleine mesure, alors qu'ici, on a de plus en plus de problèmes d'approvisionnement en matériaux, matières premières, et les prix sont en train de flamber, etc. Donc là, on voit bien que l'économie européenne est extrêmement frappée et que forcément la place de l'Europe ou de l'Occident dans le monde, la place politique s'en trouve singulièrement affaiblie. Et puis, on a aussi tout le volet social, où on voit que les mesures covidiennes ont frappé énormément les classes moyennes, à qui on a, pour ainsi dire, défendu d'exercer leur métier, hein, les restaurateurs, les petits commerces, les petites et moyennes entreprises, etc., qui survivent grâce à des allocations souvent pas payées ou payées tardivement ou pas en hauteur suffisante par l'État, ce qui est de fait une façon de les transformer en propriété d'État, si on veut, et de faire un lien finalement entre cette économie privée indépendante et des subsides de l'État qui probablement durablement vont être nécessaires pour tenir en vie pas mal de petites entreprises qui sinon ne sauraient pas trop survivre. Donc là, on assiste à une polarisation sociale de plus en plus grande, avec évidemment certains grands gagnants de cette crise. Hein. Tout le monde sait évidemment qu'Amazon et les big tech, big data et tout ça sont en pleine expansion d'une manière tout à fait honteuse d'un côté, et puis d'un autre côté une masse prolétarisée, pourrait-on dire, qui devient de plus en plus grand. Donc ça, c'est pour le volet social. Et puis, il y a forcément tout le volet institutionnel, sécuritaire, où là, c'est évident que cette crise, elle est utilisée au début probablement inconsciemment, mais ensuite je suis assez sûr de plus en plus consciemment pour accélérer une certaine transition d'une société qui était encore relativement libre, si on veut, vers quelque chose qui commence à ressembler au système de crédit social chinois, avec évidemment comme première porte d'entrée à tout cela le pass sanitaire et le fait d'avoir accès à ces droits fondamentaux seulement en fonction de son obéissance ou non à des règles qui au début ont été vendues aux citoyens comme étant passagères, durée de quelques semaines au mieux, et qui là s'installent très durablement, et où il n'est qu'une question de temps de voir ce pass sanitaire être manipulé d'un point de vue politique, et pas seulement se reporter aux personnes non vaccinées, mais aussi à toutes les autres personnes qui seraient politiquement indésirables. D'ailleurs, c'est déjà actuellement une certaine intersection, parce que d'un point de vue de l'État, les gens qui ne se font pas vacciner, en tout cas qui ne veulent pas rentrer dans ce moule-là, ce sont les personnes qui ne croient pas aux médias, qui refusent, qui sont prêts à avoir certaines conséquences sociales, professionnelles, familiales. Donc c'est justement toute la partie de la population qui peut devenir dangereuse, disons, au statu quo. C'est les personnes qui justement sont incontrôlables, qui pourraient justement se retourner contre le système politique actuel, donc qui sont politiquement problématique, et le fait que là, on puisse, pour des raisons purement sanitaires, les épingler et les punir et les obliger soit à l'humiliation de renoncer à leurs convictions, ou alors les exclure de fait de toute une partie des activités nécessaires quand même aussi à la vie publique et donc à la vie politique, ça a une conséquence politique tout à fait évidente. Et alors justement, c'est là en fait que c'est très intéressant, parce qu'en fait, on a du mal à comprendre en fait les ressorts de cette dérive autoritaire,
pourquoi est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a, il y a une tentation de contrôle grandissante dans nos sociétés de démocratie libérale? Parce qu'on peut se dire à la base, enfin, on n'a pas des élites qui sont malveillantes, mais qu'est-ce qui fait que ça arrive? Et c'est là justement que votre éclairage historique intervient, j'imagine. Oui, c'est des questions que je me pose aussi très souvent parce que quand on voit le cours de l'histoire où très visiblement certaines évolutions arrangent toute une couche de la population et pas une autre, forcément réveille le soupçon d'une orchestration ou de manigance secrète, de ce que les médias appellent les théories de conspiration, etc. Euh, Moi, j'aurais une position un peu complexe par rapport à ça. Tout d'abord, et je crois que ça, mon livre sur la fin de la République romaine et les analogies avec aujourd'hui ont montré ou a montré c'est- que les problèmes que nous avons aujourd'hui, que ce soit les problèmes démographiques, religieux, mondialisation culturelle, politique, etc., ne sont pas uniques dans l'histoire humaine. On connaît des choses semblables à Rome, on les connaît aussi d'ailleurs il y a des milliers d'années en Chine, dans le monde musulman, en Égypte, à des phases différentes de leur histoire, à chaque fois à la fin finalement de l'évolution de leur propre civilisation. Et ces analogies montrent que qu'on ne peut pas épingler en groupe. On ne peut pas dire, voilà, c'est eux qui sont responsables de ça, et il suffit de voter différemment, et puis, immédiatement, on aura une nouvelle renaissance, et l'Occident va redémarrer, et tout va devenir bien. Ça n'a pas fonctionné pour les autres civilisations. On a plutôt à faire, ce déclin et ces crises que traverse l'Occident aujourd'hui ne sont pas accidentelle, c'est une crise systémique qui est inscrite dans l'ADN de chaque grande civilisation. Donc ça montre que déjà on a là un certain, et comment dire, je le reconnais, on a là une certaine vision un peu déterministe de l'histoire que je mets en avant. Et donc la crise qu'on a actuellement aussi, elle en fait partie. Or, le fait que des élites se rendent compte vers où va l'histoire, qu'on est au milieu d'une crise, que cette crise-là, il n'y a pas 36 000 solutions, que ça va dans un certain sens, que l'histoire nous enseigne aussi que, voilà, dans une situation analogue, on a généralement des conséquences analogues, qu'une élite ou que certaines personnes se rendent compte de ça et profitent de cette évolution en se disant, c'est très bien, on sait vers où ça va, donc on joue le jeu et on se remplit les poches et on devient très puissant. Ça, c'est encore une autre chose. Mais alors, et que des personnes de ce style-là puissent même accélérer certains processus dont ils se rendent compte, ça, je suis tout à fait d'accord d'imaginer ce genre de mécanisme. Mais il faut, je crois, faire la différence entre des personnes ou une élite nébuleuse qui serait la cause de tous les maux et une autre, disons, beaucoup plus crédible de personnes, voilà, qui en profitent, qui sont des opportunistes ou machiavéliques ou cyniques, qui justement savent bien, voilà. Je veux dire, il y a aujourd'hui aussi, il y a des milliers de personnes qui se disent, voilà, on investit chez Amazon, pas parce qu'on est des fans d'Amazon, mais parce qu'on sait très bien, voilà, ils ont le vent en poupe et on va gagner de l'argent. Donc, ils accélèrent aussi d'une certaine manière ce processus, en profitent sans qu'on puisse vraiment dire qu'ils sont responsables du processus, mais ils l'accélèrent et dès lors sont aussi responsables pour sa pérennité. Donc, c'est un peu une évolution de ce genre-là que je verrais en général dans l'histoire. Maintenant, en ce qui concerne le Covid, là, je suis assez persuadé quand même, et c'était clair les dernières années avant le Covid, je dirais les derniers 10 ans avant le Covid, c'était clair, déjà depuis la crise grecque, si on veut, que le système économique et politique n'allait plus pouvoir continuer longtemps comme ça. On a eu cette crise grecque, il n'y a jamais vraiment eu de réponse systémique fondamentale par rapport aux erreurs de construction de l'euro, au problème de légitimité de l'Union européenne, au fait que voilà le multiculturalisme a échoué, que le système politique actuel n'est plus apte tel quel à véritablement diriger soit les États-nations, soit l'Europe pour le bien de sa propre population. Et il était clair que tout ça, tôt ou tard, allait exploser. Je crois que tout le monde était assez d'accord. On a essayé juste de reporter peu à peu l'échéance en imprimant de l'argent, en faisant l'une ou l'autre petite manigance finalement pour juste pousser le problème plus loin sachant très bien que ça allait exploser tôt ou tard et que l'élite actuelle allait probablement en faire les frais.
comme ceux qui étaient responsables et qu'il allait être balayé par une nouvelle élite, peut-être voire même les populistes ou quoi que ce soit. Et là, le Covid, c'est la solution miracle qui permet de mettre sur le dos de cette pandémie toutes les réformes de ce système économique que l'élite, sinon, n'aurait pas pu mettre en avant sans avoir des émeutes dans les rues. Et là, subitement, ces mêmes mesures peuvent être vendues à la population comme étant la solution miraculeuse et justement l'élite se fait encore en plus applaudir comme sauveur dans une situation qu'au fond elle a elle-même provoquée. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit la classe moyenne, elle transforme une économie libre en économie planifiée, elle détruit tout le système économique en imprimant de l'argent en masse, donc on est dans un paradigme totalement différent de celui qu'on avait avant. On renforce au maximum les grandes entreprises, les big tech, les big data, les big pharma, on centralise le pouvoir de plus en plus, notamment aussi au sein de l'Union européenne. On combine tout ça en plus avec probablement bientôt l'abrogation de l'argent en cash pour pouvoir encore mieux contrôler les gens, mais sur pied un système de surveillance, tout ça emballé comme Green Deal de l'Union européenne, comme un package de sauvetage de l'Union européenne et de la civilisation occidentale, alors que c'est précisément du contraire qu'il s'agit, et tout ça sous les applaudissements de la foule, justement, qui accepte en une grande majorité des mesures qui, il y a 2 ou 3 ans, auraient encore été impensables. Donc finalement, et je ne dirais pas que le Covid est inventé ou qu'il a été mis sur place ou circulé d'une manière ou d'une autre. Je m'y connais pas assez, même pour dire une chose ou l'autre, mais ce qui est clair, c'est que cette pandémie qui, de fait, est relativement peu spectaculaire, dont les gens avaient peur au début, vu les images de Chine, ça aussi on peut le concevoir, mais qui a montré d'être de plus en plus pas très spectaculaire et massivement instrumentalisé et manipulé pour justement permettre à cette élite qui avait peur pour son existence d'affermir son pouvoir par justement des mesures qui ne s'adressent au fond pas aux problèmes de la pandémie, mais aux problèmes socio-économiques, culturels, politiques que cette élite a elle-même créés durant les dernières 10, 15, 20 ans au moins.